Bonsoir Madame la Ministre et merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, un mot pour les Mahorais par rapport aux différentes secousses depuis jeudi dernier. On a eu très peu d'informations depuis. Est-ce que vous en avez davantage ? Bonjour, merci de m'accueillir ce soir. Oui, effectivement, depuis que je suis là et depuis jeudi dernier, il y a quelques secousses qui nous ont secoués ici sur les îles et il était important qu'on puisse aussi rassurer. J'ai demandé donc à la préfecture de mettre en ligne systématiquement les informations pour les Mahoraises et les Mahorais pour que cette inquiétude soit informée, on va dire. On sait que depuis toujours, Mayotte connaît ce type de secousse. On sait que ça n'a jamais dépassé 5 sur l'échelle du BRGM et que c'est largement suivi. J'ai eu le directeur tout à l'heure au téléphone qui confirme qu'il y aura encore quelques secousses dans les jours à venir, mais que pour l'instant, rien n'inquiète le bureau et que les informations seront données. Je crois qu'il faut rassurer les populations sur le sujet. Alors, venons-en à ce plan de développement pour Mayotte. Tout à l'heure, vous avez expliqué les 53 engagements que va prendre l'État pour le développement, 1,3 milliard sur 5 ans. Quelles vont être les priorités? Vous savez, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est d'abord le résultat d'un travail collectif. Et je crois qu'il faut le dire. J'ai entendu quelques critiques qui disent l'État annonce sans avoir travaillé ou co-construit ses réponses. Non. Nous avons rassemblé l'ensemble des demandes et des propositions qui ont été faites par les élus du territoire dans le cadre des Assises des Outre-mer ou encore après la crise qui a secoué Mayotte il y a 2 mois par la plateforme qui s'est construite. Tout cela fait un certain nombre de propositions. Je sais que c'est à peu près 200 propositions qui avaient été faites. On a là un certain nombre de réponses et c'est important que l'on puisse donner des priorités que l'on définit avec les élus. Parce que ces 36 engagements qui font 125 mesures, eh bien, il faut savoir qu'elles seront opérationnelles, que s'il y a des porteurs de projets, que s'il y a des maîtres d'ouvrage, que s'il y a une coproduction avec les élus ou avec encore le monde économique ou encore avec la vie associative. Donc c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est comment on se met en action pour que ces mesures, ces engagements puissent être concrets pour le quotidien des Mahoraises et des Mahorais, en termes d'école, en termes d'agrandissement de l'hôpital, en recrutant 500 enseignants supplémentaires pour l'éducation nationale, en travaillant sur les routes, en apportant des réponses à des terrains de sport pour cette jeunesse qui, à Mayotte, a besoin de davantage d'activités socio, culturelles et sportives. On le sait tous. Et donc, c'est bien cette mise en application qui est pour moi importante. J'aurais tendance à dire qu'après la phase d'urgence, il y a la phase d'engagement et de proposition qui doivent très rapidement être mises en action pour qu'on puisse passer à d'autres mesures qui seront annoncées dans le cadre de d'autres travaux, les Assises des Outre-mer par exemple, qui se termineront pour la fin du mois de juin, ou des compléments de réflexion que j'ai annoncés tout à l'heure et qui seront menés. Sur la question sécuritaire, c'est un des points qui a déclenché, sinon le principal point qui a déclenché le mouvement contre l'insécurité depuis le 20 février dernier. Au-delà des premières mesures que vous aviez annoncées lors de votre venue au mois de mars, qu'est-ce qui va être fait très concrètement pour la sécurité à Mayotte? Puisqu'on voit ces derniers temps, les choses ne sont pas arrangées non plus, puisqu'il y a eu, par exemple, simple exemple, le caillassage de bus il y a quelques jours. On voit sur la question de l'immigration, qui est aussi un point mis en avant par le collectif et par la population, que les entrées des embarcations dites quoi ça ne faiblit pas. Sur ces 2 points-là, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Vous savez, je suis très consciente que les questions de sécurité et d'immigration, de lutte contre l'immigration illégale, sont des sujets extrêmement prédominants dans tous les échanges que j'ai pu avoir ici sur le terrain. Sur les questions de sécurité, j'avais fait un certain nombre d'annonces. Par exemple, un des points était l'arrivée sur le territoire d'un sous-préfet LIC, c'est-à-dire lutte contre l'immigration clandestine, qui est arrivé.
la veille de ma propre arrivée sur le territoire, parce qu'on a besoin de coordination pour mettre en œuvre la lutte en mer, bien sûr, et la lutte à terre. Et on doit pouvoir associer également à ces actions à la fois les élus et le collectif, puisque je m'y étais, des représentants de citoyens, puisque je m'y étais engagée. Tout ça va pouvoir être organisé. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une véritable difficulté aujourd'hui pour démontrer que notre action peut être suffisamment efficace. Nous avons besoin que nos négociations, nos relations avec les Comores puissent s'améliorer. Vous le savez, nous sommes dans un bras de fer depuis que les Comores ont refusé la reconduite sur le territoire comorien des Comoriens en illégalité, qui se trouvent dans l'illégalité ici sur le territoire français. Et donc, ça freine notre action et obligatoirement, ça montre les limites de ce que l'on veut faire. Parce que si on n'arrive pas à débloquer la situation, on n'arrivera pas à mettre en œuvre les forces qui ont été complémentaires, apportées ici sur le territoire en termes de nombre de gendarmes, de policiers, de moyens en matériel, du sous-préfet qui vient d'arriver. Tout cela s'est mis en action. Des actions ont déjà eu lieu, vous l'avez vu. Il y a eu effectivement des actions en direction de ceux qui aujourd'hui logent en toute illégalité et contre rémunération le plus souvent un certain nombre de Comoriens qui sont dans l'illégalité sur ce territoire. On a aussi des travaux en direction de ceux qui aujourd'hui salarient ou du moins rémunèrent des personnes en toute illégalité également sur ce territoire. On a aussi travaillé le 9 et le 11 mai dernier sur des opérations qui consistaient à détruire des habitats illégaux et également des emplacements où on avait pu, sur des terrains privés, dresser des maisons et que les procédures qui devaient être mises en place ont abouti à des décisions juridiques qui font que les gendarmes sont passés à l'action telle que ça devra se faire encore beaucoup plus régulièrement et surtout beaucoup plus vite. Mais je le redis, on a cette difficulté aujourd'hui de reconduite aux Comores qui quelque part, reste une épine dans notre pied pour démontrer l'efficacité de nos actions. Et qu'est-ce qui pourrait faire débloquer la situation, justement ? J'ai parlé effectivement d'un bras de fer. La diplomatie est à l'œuvre. Le ministre Jean-Yves Le Drian est très impliqué sur ces échanges qui ont lieu avec les Comores. Nous allons faire preuve, et nous avons fait preuve de fermeté, vous l'avez entendu de la part du ministre Jean-Yves Le Drian, mais aussi du Premier ministre. Cette fermeté, elle s'exprime aujourd'hui à travers le refus de délivrer des visas aux Comoriens. On va dire que les sanctions monteront de niveau au fur et à mesure, parce qu'il va bien falloir qu'on trouve une solution, et on la trouvera. Mais quand on parle de refuser de donner des visas aux Comoriens, certains élus ici disent mais ces mêmes Comoriens sont pour la plupart franco-comoriens, ont la double nationalité. Donc quelque part, la mesure ne leur empêche pas vraiment d'aller en Europe. Eh bien, si cette mesure n'est pas suffisante, c'est ce que je viens de vous dire, nous monterons dans le niveau des sanctions. Et le ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, est très déterminé, parce que ce gouvernement est déterminé à trouver une solution. L'étape supplémentaire, ça serait laquelle ? Écoutez, on ne va pas évoquer ces sanctions. Je crois qu'elles ont été énoncées par les Affaires étrangères aux Comores. Chacun son action. Je crois que dans ce domaine de la diplomatie, il faut laisser faire ceux qui doivent mener ces négociations. C'est le ministre Jean-Yves Le Drian. Je l'ai eu en ligne encore hier. Nous nous parlons régulièrement pour que je sois mise au courant de ce qui est fait. Mais c'est la part de ce qui, effectivement, est fait directement par les Affaires étrangères. Alors, au niveau de l'Agence régionale de santé et du rectorat, le vice-rectorat qui deviendra donc un rectorat de plein exercice, nous dit-on, vous l'avez annoncé tout à l'heure, comment ça va se passer très concrètement au niveau du chiffrage? Est-ce qu'il y aura un budget propre qui ne sera pas imputé par rapport au budget de la Réunion jusqu'à présent, puisqu'il y avait une ARS commune Réunion-Mayotte? Comment ça va se passer? Alors moi, je suis très heureuse que ces décisions soient prises, parce que dès ma première visite et avant la crise, ces demandes m'avaient déjà été adressées. Et il était évident que si dans un premier temps, Mayotte, dans un certain nombre de domaines, parce que les liens étaient ceux-là, dépendaient de la Réunion, il fallait couper le cordon.
qu'on soit effectivement dans cette projection d'ARS ou de rectorat de plein titre et exercice ici sur Mayotte. Il ne s'agit pas effectivement de simplement changer une plaque sur un bâtiment. Il s'agit bien de construire. Construire en ayant des créations de postes supplémentaires, construire en ayant un budget qui est attribué à Mayotte et géré directement par Mayotte. C'est ce que nous allons faire. Au-delà de ça, c'est aussi Pôle emploi qui sera présent sur le territoire et géré à partir de Mayotte. C'est important qu'on puisse là aussi le préciser. Comme d'ailleurs, il y aura un deuxième site pour les missions locales. Ce sont des demandes qui étaient faites de longue date par les élus et ça me semblait être des réponses qui devaient apporter rapidement à ce territoire qui doit prendre toute sa dimension, ses responsabilités et se projeter dans son avenir avec tous les outils que l'État doit mettre à la disposition de ce territoire, de ce département, puisque je rappelle que Mayotte est un département et pour éviter votre question ou la question d'un certain nombre des téléspectateurs, oui, Mayotte est française et oui, Mayotte restera française, comme Mayotte restera un département, puisqu'il n'y a pas d'agenda caché et que pour moi les choses sont très claires. Vous savez, ma méthode, c'est la transparence sur ces sujets comme sur tous les sujets. Et vous parliez tout à l'heure des engagements pris, que ce soit les mesures ou les actions, eh bien tout sera mis en ligne. Il y aura un site Mayotte sur lequel chaque citoyen, citoyenne de Mayotte, chaque Français d'ailleurs, pourra venir voir les avancées. Nous l'avons fait pour la première fois avec la Guyane. C'est quoi qu'est-ce que j'attends? J'attends que les Mahoraises et les Mahorais se saisissent de cet outil qui sera mis en ligne et me disent via ce site ce qui avance et ce qui n'avance pas suffisamment. Et ce lien permanent que l'on pourra avoir, ça ne change rien au lien important que l'on a avec les porteurs de projets, eh bien ce lien avec la population va nourrir aussi ces engagements. Et les critiques qui seront faites, comme les mises au point qui pourraient être faites, seront utiles au gouvernement pour faire avancer ces projets et peut-être quelquefois les réorienter. Alors, les membres du collectif, quand ils nous disent développement de Mayotte, quand ils nous parlent du développement de Mayotte, ils disent que ça passe par la sécurité et par le développement d'infrastructures. Et dans le mot infrastructure, ils mettent l'aéroport, le port et le contournement de Mamoudzou. Tout à l'heure, dans le dossier que vous nous avez distribué, quand il s'agit de la piste longue, c'est l'infrastructure principale qu'ils mettent en avant. Vous nous dites qu'il y aura une mission vers la fin de l'été ou cet été. Mais j'ai envie de dire, il y a déjà des dossiers, il y a déjà eu une enquête publique sur ce projet-là. Les Mahorais ont été consultés, ils ont donné leur avis. On nous dit que c'est un projet ficelé, bien établi. Pourquoi remettre encore une couche d'une autre mission sur un projet déjà ficelé? D'abord parce que ce gouvernement, il veut être davantage éclairé. Et éclairer aussi les élus avant de faire un certain nombre de choix. Vous savez, ma vision, et elle n'est pas nouvelle, c'est que la France a une chance énorme d'avoir des outre-mer dans tous les bassins maritimes, dans tous les océans. Et qu'il est évident que Mayotte, comme les autres territoires, sont des plateformes aéroportuaires et portuaires françaises et européennes, chacun dans leur bassin. Et qu'il faut pouvoir développer l'ensemble de ces plateformes. La réponse à la question du port ou la question de l'aéroport, en ce qui me concerne, c'est oui. Il y aura une amélioration et un développement du port. Oui, il y aura une amélioration et un développement de l'aéroport. Mais j'ai besoin d'être à nouveau éclairé sur les besoins exacts en matière d'allongement pour répondre à des objectifs qui sont ceux qu'on a tous, c'est-à-dire une ouverture des compagnies sur le territoire, un développement économique possible et puis aussi, et c'est important pour les Mahoraises et les Mahorais, une réduction des tarifs. Et il faut que ces infrastructures, dans leur évolution que l'on va mettre en place, puisse permettre cela. Parce que j'ai aussi vu des structures qui ont été mises en place dans certains territoires et qui n'avaient pas suffisamment été pensées ou pas suffisamment remis au goût du jour. Et c'est ce que je souhaite faire, mais surtout ce que ma collègue Elisabeth Borne, qui porte ce dossier, souhaite faire et je la soutiens complètement dans cette démarche. Il vaut mieux être mieux informé, plus informé qu'il ne faut, que de regretter d'être passé à côté d'un certain nombre de dimensions. Alors, vous parlez tout à l'heure de baisser les prix au niveau des tarifs. Il y a Air Mauritius qui voudrait venir à Mayotte, mais il parle du monopole de la compagnie régionale, pour ne pas la citer, Air Austral. À ce niveau-là, est-ce que le gouvernement français a son mot à dire sur la venue d'une compagnie étrangère sur un territoire français?
Alors moi, je ne suis pas là pour protéger aucun monopole, qu'on soit à Mayotte ou ailleurs. Vous savez, l'économie, aujourd'hui, notamment dans ce bassin maritime, nécessite pour le développement de Mayotte que l'on s'ouvre, bien sûr, sur Madagascar, sur l'Afrique du Sud, sur la métropole ou l'Hexagone. Il est évident que tout doit être proposé de cette manière-là. Et ça va plus loin, puisque le président de la République inclut Mayotte, et c'est normal, dans cette grande stratégie indo-pacifique qu'il souhaite mettre en place. Donc on voit bien que la dimension n'est pas du tout celle qui a été pensée jusqu'à aujourd'hui. Que Mayotte doit se penser encore plus grand que ce qu'on avait pu le faire aujourd'hui, comme tous les territoires d'outre-mer. Parce que la France, elle est partout et elle doit rayonner à travers ces territoires d'outre-mer. Et pour ça, il faut qu'elle donne les moyens à ces territoires d'outre-mer. Et donc, oui, il faut pouvoir ouvrir la concurrence, parce qu'il n'y a que quand on ouvre la concurrence qu'on a de meilleurs tarifs. Et au niveau économique, pour terminer, Madame la Ministre, les patronats, depuis plusieurs années, réclament une zone franche globale. Est-ce que ce gouvernement leur donnera une réponse positive à ce niveau-là? Alors vous avez vu, il y a eu toutes les réponses d'urgence, d'accompagnement aux entreprises du territoire qui ont souffert de la dernière crise, comme de d'autres crises d'ailleurs précédentes. Il y a eu donc des mesures d'urgence qui ont été explicitées, mis en route par le préfet Dominique Saurin. Et il y aura aussi, au bénéfice des entreprises des Outre-mer, le résultat du travail que je mène actuellement dans le cadre des Assises des Outre-mer, qui est la revue des aides économiques. Aujourd'hui, par exemple, c'est 2,4 milliards d'euros qui sont donnés à l'ensemble des entreprises d'outre-mer pour se développer ou pour leur permettre de lutter contre la concurrence ou pour leur permettre effectivement de répondre à des besoins du territoire. J'ai fait une revue de toutes ces aides, celle qui devra être recentrées vers un certain nombre d'exercices ou de domaines, d'autres qui doivent être plus efficaces. Et puis, il y a effectivement le travail autour de toutes ces zones franches. Et il y aura effectivement, dans le cadre de ces mesures, des réponses pour Mayotte. Nous en avons discuté ce matin avec les entreprises elles-mêmes. Vous me permettrez, alors que l'exercice n'est pas terminé, que des travaux sont menés avec les parlementaires et avec le monde économique, de ne pas apporter les réponses aujourd'hui. Mais sachez que j'ai largement rassuré ce matin les entreprises de Mayotte, à la fois sur la question du CICE, j'en ai parlé tout à l'heure, comme sur la question des zones franches. Merci beaucoup, Annick Girardin, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci à vous.